Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureux de vous retrouver nombreux à l'écart de cette émission Le Scanner si vous êtes sur la 89.5. Merci de regarder à la télé, c'est sur les différents bouquets, c'est sur Kavi TV également, notre chaîne qui vous accompagne partout dans le monde. Vous pourrez également nous pratiquer sur notre page Facebook ou nos pages Facebook, Kavi TV, groupe Kavi Média. Merci d'être de notre site, vous nous pratiquez via notre site d'information siaminfo.com, sur notre application mobile que vous pourrez télécharger sur Play Store et App Store, et Kavi Média ou sur l'ensemble synchronisé. Merci de nous prêter vos oreilles encore ce matin. Au menu, la Guinée s'apprête à organiser le double scrutin législatif et communal ce 31 mai 2026, à 5 jours de cette ultime étape du retour définitif à l'ordre constitutionnel. La direction générale des élections se veut rassurante selon sa directrice générale. Tout est fait prêt pour la tenue du rendez-vous dans les meilleures conditions. Formation des acteurs électoraux, déploiement du matériel et organisation des différents votes, entre autres. Le point complet à suivre dans cette émission, le scanner. Faux diplomates et escroquerie en bande organisée. En Sierra Leone, une ville a présenté comme une prétendue ambassade de Guinée servait en réalité de couverture à un vaste réseau de fraude et de trafic humain. À Makeni, les investigations de la police sierra-léonaise ont permis de mettre main sur des individus se faisant passer pour des diplomates guinéens accrédités. Selon nos informations, les informations publiées par nos confrères de Mosaïque Guinée, le réseau utilisait notamment les activités liées à QNet pour appâter de jeunes Guinéens en quête d'un avenir meilleur au Canada, aux États-Unis ou encore dans les pays du Golfe avant de leur soutirer d'importantes sommes d'argent. Comment ce système était-il organisé et comment ces jeunes candidats à l'immigration étaient-ils piégés? Le décryptage dans un instant. Au Sénégal, le pouvoir joue contre la montre. À peine 72 heures après le limogeage d'Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Faye a déjà désigné son nouveau chef du gouvernement. Amadou Alaminou Mohamed Dallo prend les rênes de la primature, ancien secrétaire général du gouvernement, jusque-là ministre d'État chargé du suivi et du pilotage de l'agenda Sénégal 2050. Mais derrière cette nomination, les interrogations se multiplient. Diomaye veut-il définitivement tourner la page Sonko ou tente-t-il de préserver un pouvoir déjà fragilisé par des tensions internes? Plus loin, le Sénégal assiste-t-il à une rupture politique ou à un simple réaménagement du régime? Et surtout, qui est Amadou Alaminou Medlo, le nouvel homme fort de la primature sénégalaise? Analyse et décryptage à suivre avec nos débatteurs. Pendant ce temps, la bataille politique se déplace à l'Assemblée nationale où la réintégration annoncée d'Ousmane Sonko provoque déjà de vives polémiques. Des députés dénoncent un vice de forme et contestent la procédure engagée par l'ancien président de l'Assemblée nationale, lui-même démissionnaire depuis quelques jours. Malgré la controverse, une séance plénière est convoquée ce mardi à l'ordre du jour. La réintégration d'Ousmane Sonko et l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Simple formalité politique ou nouvelle épreuve de force institutionnelle. Le retour de Sonko à l'hémicycle peut-il rebattre les cartes du pouvoir sénégalais? On en parle dans la dernière partie de cette émission, Le Scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro de l'émission Le Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. C'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs de chaque matin qui m'entourent, vous faire vivre l'actualité nationale et internationale ici. À ma droite, Amadouba, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tout le monde. Bonjour Bangali Kamara, le diplomate. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Bonjour Yaya Diallo. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par ce sprint final, je l'ai nommé, qui est enfin lancé à 5 jours des élections législatives et communales. Ultime étape du retour définitif à l'ordre constitutionnel. La Direction générale des élections, DGE, fait bouger les lignes selon sa directrice générale, Dame Guinabou Touré. Tout est prêt pour respecter le rendez-vous du 31
31 mai 2026. Formation des acteurs électoraux, déploiement du matériel et organisation des différents scrutins. Où en sommes-nous? Le reportage de Ansoubaï Baldé. La directrice générale des élections se dit prête à aller aux élections communales législatives du 31 mai 2026. Pour les responsables des préparatifs et à un pourcentage satisfaisant en lieu et place de scrutin, la directrice générale des élections, Diana Boutouré, par 3 pour les communales et les législatives. Que les gens comprennent qu'on aura 3 scrutins. Premièrement, le scrutin de liste à la représentation proportionnelle qui correspond aux élections communales. Ensuite, on a les élections législatives qui ont 2 scrutins. Scrutin majoritaire uninominal, ça veut dire que le candidat qui va en tête du scrutin majoritaire uninominal est élu. Le dernier, on l'appelle le scrutin de liste nationale, le scrutin national de liste de représentation proportionnelle. C'est 49 députés à élire et il y a 26 compétiteurs, donc 26 partis politiques qui compétissent sur le territoire national. Avec la fête de Tabaski qui vient tout près de la tenue des élections, la directrice générale des élections a expliqué la possibilité du vote par dérogation et le vote par procuration. Nous ne voulons pas que les gens confondent le vote par dérogation et le vote par procuration. Procuration, vous êtes grand malade, vous devrez vous absenter, vous allez dans une mission, vous ne voulez pas perdre le scrutin, vous décidez de laisser votre carte d'électeur et d'aller remplir une fiche de procuration au nom d'un électeur qui a le même bureau de vote que vous, pour que la personne puisse voter pour vous. La dérogation, c'est les membres de la Direction générale des élections en mission ou en déplacement, c'est les membres des bureaux de vote. Parce que ce jour, il y en a qui vont voter en dehors de leur circonscription. Les derniers matériels de vote seront réceptionnés dans quelques jours, a rassuré la directrice générale d'élection, Diana Boutouré. Merci Donsou Bailo Baldé pour ce compte rendu. Vous l'avez déjà compris, c'était le point de presse organisé par la Direction générale des élections, ce lundi même à Conakry, à son siège. Ici à Conakry, je le rappelais, Diallo, on a suivi quand même ces explications de Dame Diana Boutouré avec beaucoup d'interrogations aujourd'hui qui se dissipent, il faut le reconnaître. Sauf que le mode, les modalités restent encore en suspens, en tout cas, ou des inquiétudes pour les électeurs qui, pour une première en République de Guinée, devront voter 3 fois. Évidemment, justement, en une journée, c'est un double scrutin qui a des différentes modalités de vote, donc ce qui peut amener certains justement à appeler cela comme étant un triple scrutin. Mais en réalité, c'est la complexité de ce processus de vote-là qui complexité, la complexité, pour ainsi dire, de cette façon de voter qui pose problème aujourd'hui. Oui. Alors, c'est là où nous avions dit effectivement que les spécimens étaient là justement pour répondre à cette difficulté-là et permettre aux différents candidats de mieux procéder à l'éducation électorale. Alors, je pense qu'à partir de là, nous nous acheminons vers justement le rendez-vous ultime qui est le 31 mai prochain pour justement essayer de procéder au choix de nos différents maires, éventuellement de nos différents députés. Donc, je pense que aujourd'hui, que ce soit la Direction générale des élections ou l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce différent vote-là, doivent pouvoir justement être à mesure d'expliquer convenablement les électeurs comment voter. Alors, je constate déjà qu'il y a beaucoup des hommes et des femmes qui figurent, disons, au niveau de certaines listes nationales, alors qu'au niveau des listes nationales, il n'y a que justement la photo ou l'effigie, si vous voulez, de la tête des listes qui y figure. Alors, une confusion s'installe si on n'explique pas effectivement voter
pour la tête de liste équivaut à voter pour l'ensemble de ceux qui s'inscrivent sur la liste nationale, ça pose un problème. Et de l'autre côté, nous avons justement aussi le processus qui concerne l'élection au niveau des différentes circonscriptions, notamment le pluri et uninominal, justement. Donc ça pose problème aujourd'hui. Je pense que c'est là où se trouve aujourd'hui l'enjeu, et pour les acteurs, mais aussi pour l'institution en charge de cette élection. Sinon, nous risquons justement d'assister à plusieurs justement bulletins qu'on peut considérer comme étant disons blancs ou nuls, tout court. Donc c'est cela aujourd'hui. Donc c'est quelque chose dont il faut prévenir, et je pense que les uns et les autres ont eu suffisamment le temps pour pouvoir justement expliquer justement ces différentes modalités de vote-là. Nous sommes au dernier virage. Nous avions reçu des lots très importants de spécimens, des exemplaires qui pouvaient permettre justement aux acteurs de procéder à la sensibilisation. Et maintenant, nous sommes justement au niveau des procès-verbaux dans les bureaux de vote, mais aussi les procès-verbaux au niveau des centralisations et les enveloppes sécurisées. Et selon la directrice générale des élections, qui contiennent des codes QR, c'est largement suffisant. Il suffit juste que ceux qui sont commis à la tâche puissent soient justement à la hauteur des attentes, c'est-à-dire que comment pouvoir justement... D'où l'importance de la formation de ces acteurs électoraux. Évidemment. Et vous savez, toujours, on a de sérieux problèmes ou certains qui mélangent tout, alors qu'en réalité, c'est un processus qui est en voie d'être numérisé. Je pense que cela existe justement des hommes et des femmes compétents pour pouvoir sécuriser le vote des uns et des autres. Des uns et des autres. Il en parlait tout à l'heure, Mohamed Leba. Autre inquiétude, je l'ai rappelé avec lui, c'est la formation des acteurs électoraux aujourd'hui qui représentent quand même le maillon fort de la réussite de ce scrutin. Parce que du bureau de vote au CACV, des CACV à la direction générale, à la direction communale des élections, direction communale des élections, pour se retrouver naturellement à la DGE, c'est toute une chaîne. Et quand un maillon lâche, je crois que tout le processus est affecté. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même mettre l'accent sur la formation des secteurs électoraux, puisque dans la communication de la DGE, il est prévu de former les membres des bureaux de vote du 29 au 30 mai prochain. Oui, mais vous savez, la réussite dépend de la formation, d'abord de la qualité de ces agents électoraux et naturellement de leur formation. Alors c'est comme on travaille parce que ça passe forcément par la formation. Pourquoi dit-on qu'un médecin qui se trompe, naturellement, c'est un patient qui se retrouve automatiquement au cimetière. Et de l'autre côté, quand un enseignant se trompe, il faut dire que c'est toute une génération alors qui va faillir. Donc aujourd'hui, il faut quand même mettre un accent très particulier sur la formation de ces agents électoraux. Et cela commence où? D'abord, il faut dire, c'est au niveau de la DGE, avec l'appui naturellement du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et parce que cette formation, il y a la crédibilité également du scrutin, de ce double scrutin qui est en jeu. Parce que des agents mal formés, il faut le dire, c'est voilà une façon de dire bonjour aux conséquences post-électorales. Alors les conséquences post-électorales, pour les éviter et aussi pour rendre crédibles ces élections-là, il faut forcément que c'est ceux qui vont faire voter ou ceux qui vont acheminer notamment ces procès-verbaux et autres-là soient bien formés et qu'ils arrivent à savoir ce qu'ils doivent faire jusqu'où limite leur pouvoir. Alors, quand on sait tout cela, parce qu'il faut le rappeler, c'est une première fois pour l'électeur guinéen d'être confronté, ou en tout cas de se retrouver avec 3 modalités de vote et pour l'uninominal, le plurinominal et voilà le communal. Donc il faut essayer d'abord de sensibiliser cela à relever au-delà de la DGE ou des MATD, cela quand même imputer un peu, il faut le dire, aux différentes formations politiques qui sont quand même dans cette course à ce double scrutin-là. C'est pour cette raison
la DGE a quand même fait ce qu'elle pouvait faire, notamment mettre à leur disposition ces différents spécimens-là pour pouvoir, en qualité et en nombre, pour pouvoir permettre à ces formations politiques d'éduquer, voilà, sur le plan électoral, leurs militants, leurs sympathisants, en tout cas quand même l'électorat en général. Alors, en dépit des champs et danses, des fortes mobilisations, bien sûr, miser sur ça le devrait même rabattage. être au-delà, ça devrait même être autour de cela. Et si on n'est pas parvenu quand même à enseigner la façon ou la manière de voter, comment faut voter, pour qui voter, alors ça c'est à leur risque et péril. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une évaluation électorale pour la Guinée elle-même, parce qu'elle s'apprête quand même à franchir le cap de continuer à innover, il faut le dire quand même, sur le plan électoral. Alors, il faut dire que ce double scrutin, c'est une évaluation, une auto-évaluation pour la Direction générale des élections, parce que c'est une première fois qu'elle organise un scrutin, un double scrutin avec 3 modalités de vote. Alors, c'est d'ailleurs une première en République de Guinée. Dans notre pays, dans la sphère politique, en tout cas quand même qu'on parle de ces 3 modalités. Nous avons connu un scrutin, voilà, un double scrutin en 2020, mais ce n'était pas comme ça. Pas de cette nature. Voilà, pas de cette nature. Il ne s'agissait pas de 3 modalités de vote. C'était 2 modalités. C'était simple. Il était question d'élire un président de la République après des députés à l'Assemblée nationale. Ça s'est limité là. Et cette fois-ci, ce n'est plus la présidentielle, mais les législatifs couplés au communal. Alors là, par rapport aux législatifs, déjà, il y a des innovations, parce qu'on parle de cette fois-ci de la liste plurinominale et puis voilà l'autre liste uninominale. Donc, il faut le dire que les assemblées antérieures, on n'en connaissait presque pas, parce qu'il fallait être sur une seule liste et après tout, c'est bouclé. Donc, c'est après ces élections-là, venaient les élections communales qui, quand même, il faut dire, ouvraient la brèche à beaucoup de débats, parce qu'il y avait des élections dont les résultats difficilement pouvaient être connus. Alors, naturellement, il y avait quand même des remous qui se formaient ou qui naissaient un peu partout à travers la ville. Et aujourd'hui, ces anticipations de la DGE, c'est pour éviter le retour de ces remous-là, pour éviter que tels disent que voilà, on a été biaisé dans les urnes et puis voilà, les résultats sont entachés d'irrégularités, ça et là. Donc, pour éviter tout cela, il faut passer forcément par la formation. Alors, dire aujourd'hui, parce que je vois que certainement c'était une erreur de la part de la directrice générale des élections, quand elle a voulu parler de triple scrutin, alors peut-être qu'elle a voulu parler de ces 3 modalités-là de vote pour quand même permettre aux uns et aux autres de savoir réellement à quelle nature de scrutin ou de modalités de vote ils auront à faire le 31 mai 2026. Aujourd'hui, elle dit être fin prête pour l'organisation de ces scrutins-là. Nous, on n'en doute pas, parce que déjà, la Direction générale des élections, elle a fait ses preuves, notamment lors du scrutin déjà lors du scrutin référendaire. Et le scrutin le plus majeur dans notre pays, c'est la présidentielle. Alors, elle s'est passée naturellement sans mouvement, en tout cas quand même sans contestation qui pouvait entacher la régularité du scrutin, ou encore moins parler de dysfonctionnement. Alors, nous avons vu certainement, c'était le Frondec qui avait introduit une requête qui avait été retirée avec la vitesse la plus maximale. Il faut quand même comprendre, après tout, il n'y a plus eu quand même de débat autour des irrégularités, notamment sur les résultats. Le Frondec quand même qui continue toujours à revendiquer. Sauf que le Frondec aujourd'hui semble tirer des conséquences de ces dissements. Avec tout ce qui s'est passé, on l'avait dit dans ce studio, on ne va pas ouvrir un sujet particulier autour de ça, mais ce qui reste clair aujourd'hui, on avait prévenu le Frondec et malheureusement, il semble aujourd'hui tomber dans ce panneau de pièges, et ça, il faut dire que les conséquences, c'est à lui de les tirer, le Frondec. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est mal parti pour la formation politique des Yorobaldé. Et des Yorobaldé aujourd'hui qui ne se retrouvent pas sur les spécimens. En tout cas, décision motivée et défendue par la Direction générale des élections, notamment sa directrice générale, Dame Yenabou Touré. Oui, Bangali Kamara, aujourd'hui, assez de complexité, mais en tout cas, je crois que ce n'est pas un souci pour les politiques
qui doivent quand même mettre un accent sur la sensibilisation, l'explication de ces différents modes de scrutin, puisqu'il faut le dire, si vous êtes à Tombolia, vous avez deux bulletins qui ne concernent que Tombolia, et l'autre, c'est sur la liste nationale. Il faut être très très clair là-dessus. Pour quelqu'un qui s'est recensé à Tombolia, ne peut pas venir voter à Symphonia pour un député de Symphonia. Justement, Très complexe. Très complexe, mais Très avec complexe. la pédagogie, avec l'enseignement, déjà, nous avons vu la DGE, dans les dernières semaines, à donner des spécimens à les différents partis politiques, une manière de pouvoir expliquer cette pédagogie aux différents militants, et comment voter, quels sont les différents process. Je pense bien, en tant que reporter, nous avons assisté à beaucoup de meetings et sensibilisation. Donc l'accent était Vous êtes même au cœur de cette campagne électorale. Ouais. L'accent était beaucoup plus porté sur ça, comment voter afin d'éviter les bulletins. Parce qu'il faut le rappeler, les élections législatives et communales sont des élections qui sont carrément différentes ici par rapport à l'élection présidentielle. De proximité. Le référendum, vous l'avez rappelé. Si l'élection présidentielle, il faut élire qu'un seul président, c'est peut-être sur 9 candidats, et les élections communales et autres là, législatives, les élections législatives, il faut élire 147 députés. Et ces 147 députés-là sont répartis en deux groupes. Vous avez 49 qui sont sur la liste nationale, avec presque 26 partis politiques qui ont constitué, chaque parti politique a une liste, et vous avez les 98 autres qui sont élus sur la base ici de l'uninominal et plurinominal. Selon la répartition. Selon la répartition. Et cette fois-ci, c'est une nouveauté par rapport ici avec la répartition de la population guinéenne qui est aujourd'hui à quelque chose de 17 millions d'habitants. Avant, les circonscriptions, l'uninominal, c'était un seul député par circonscription. Mais aujourd'hui, avec cette démographie, certaines circonscriptions se retrouvent avec un député et d'autres 2 députés, 3 députés en fonction de la démographie de la population. Donc, je vais toujours poser la question à Bangali. Tu as combien de députés chez toi? Dans la commune de Tombolia, à l'uninominal, il y a 2 députés. Voilà. Il y a 2 députés à l'uninominal. Félicitations, Bangali. Il y a 2 députés à l'uninominal. Non, j'avais raison. Donc, la dernière fois, j'avais raison. Ouais, la dernière fois, vous avez raison. Ouais, À l'union, il y a 2 députés. Il y a 2 députés qui doivent être élus au niveau de la commune de Tombolia. Donc, à ce niveau, l'enjeu, c'est quoi? Vous l'avez rappelé, c'est un double scrutin, mais dans le bureau de vote, le mode opérandi, c'est il y aura 3 votes. Ouais. Donc là-bas, les électeurs vont d'abord voter pour le communal. Et après, vous avez l'uninominal et plurinominal. Après, maintenant, le dernier vote, c'est par rapport ici à la liste nationale. Donc, à ce niveau, cette formation annoncée pour les différents membres du bureau de vote, parce que l'endroit là, ça va être très nécessaire. Il ne faudrait pas que dans les bureaux de vote, ces éléments-là, sans pour autant te couper. Par exemple, toi, ou par exemple, chez toi, je prends le cas Tombolia, où tu dois avoir à Tombolia, pour Tombolia, 2 députés. Là également, tu as combien? Tu as 2 bulletins là. Parce que si vous avez remarqué, sur les bulletins, il y a un premier lot et un deuxième lot. Parce que les candidats, si on prend un exemple sur un parti X, on parle de plurinominal, il y a 2 députés qui doivent être là-bas. On a 2 bulletins, c'est-à-dire le parti politique ou le mouvement politique a présenté 2 candidats pour affler les 2 places. Donc le citoyen ou l'électeur sera obligé pour ce scrutin d'avoir, ou pour cette disposition, d'avoir 2 bulletins. Sur les 2 bulletins, il va voter pour 2 personnes. Donc ça veut dire que lui, il a choisi ses 2 députés. Au niveau de l'élection communale, là, il a un seul choix. La personne, c'est la tête de liste qui est là. Il vote pour une seule personne. Là, la personne ne peut pas voter pour 2 personnes. Il faudrait qu'on explique et réexplique ça naturellement aux électeurs. Parce que là, la complexité... Mais maintenant, à quelle occasion? La différence, c'est pourquoi les médias existent. Pratiquement. Oui, justement. Les partenariats sont signés pour ça. L'enjeu réellement, c'est à ce niveau. L'enjeu, c'est à ce niveau. Par exemple, à Sigiri ou Kanka, on a combien? Je crois que c'est 5. Sigiri, c'est 5. Kankan, c'est 5. Voilà. Là encore, c'est encore très complexe. Ouais. Vous avez 5. Mandiana 4. Mandiana 4, vous avez 4 personnes que vous devez choisir. Ouais. Contrairement à Symphonia qui aura 2 députés, contrairement à certaines communes où on parle d'un seul député, vous voyez cette complexité selon les zones
selon les régions, ainsi de suite. Oui, C'est Abdallah, compliqué. au-delà de ça aussi, moi j'aimerais parler encore sur un autre aspect. Cette fois-ci, c'est par rapport à cette trouille, parce qu'il faut le dire, les élections là sont à peu près collées avec cette fête de Tabaski où il y a beaucoup de déplacements. Donc la DGE, lors de cette conférence de presse, a également parlé sur la question ici des dérogations, également des procurations. Parce que là, les gens ne comprennent pas ces deux éléments. La procuration est donnée à qui et la dérogation, qui a le droit de prendre cette dérogation. Donc la procuration, c'est pour des citoyens malades ou bien qui veulent se déplacer à l'intérieur du pays. Mais avant, toi qui dois te déplacer, tu dois donner d'abord la procuration, aller d'abord dans ta circonscription, prendre ce document, déclarer, tu dois te déplacer, ou bien si tu es malade, confier ton bulletin, confier ta carte d'électeur, une personne de confiance avec qui tu partages le même bureau de vote, parce que une autre personne ne peut pas venir voter à ta place, même si tu lui donnes la procuration, s'il doit voter dans un autre bureau de vote. Donc la personne, tu dois être dans le même bureau de vote que là où tu es. Donc là, tu lui remets cette procuration avant que tu te déplaces. Donc, tu ne peux pas te déplacer et laisser ta carte derrière toi et dire que ouais, la personne n'a qu'à voter pour moi pendant qu'il n'a pas de procuration. Si tu veux falloir tes droits. Donc, cela est là. Donc, au niveau ici de la dérogation également, la dérogation, vous voyez, là c'est pour nous, les journalistes, et même les membres du bureau de vote, ceux qui sont en mission. Donc, ce qui veut dire, si tu quittes Conakry pour aller à l'intérieur du pays... Il y a une limite. Oui, il y a une limite, c'est 10. Voilà. C'est 10 personnes par bureau de vote. Donc, si tu quittes Conakry pour aller à l'intérieur du pays, tu n'es n'es pas dans une mission officielle. Non, donne un exemple. Ne va même pas à l'intérieur du pays. Prenons les journalistes censés couvrir ou rester dans le processus de synergie qui s'annonce. Ces journalistes-là sont dans une circonscription, un lieu donné. Oui. Donc là, il faudrait que le journaliste s'arrange, s'il veut aller voter, rapidement, pour aller trouver un bureau de vote à côté, voter et quitter. Parce que si tu restes, même si tu restes jusqu'à ce que les 10 procurations finissent, maintenant, comment tu vas faire? Tu ne vas pas dire parce que je suis en mission. Tu vas tourner, peut-être que là, jusqu'à chercher un autre bureau de vote qui n'a pas... peut-être voter. Voter. Même l'accent particulier, c'est quoi? C'est par rapport à des citoyens, des simples citoyens qui ne sont pas en mission officielle de l'État, qui ne sont pas en activité professionnelle, donc qui ne sont pas les membres ici de la DGE ou bien autres là, sont à l'occasion, c'est l'occasion, c'est la fête donc à l'intérieur du pays et qui va dire maintenant dans un bureau de vote vouloir voter par dérogation. Donc là, la loi ne te le permet pas. Si tu n'as pas été déclaré. Donc il faut vraiment mettre ces accents-là parce que bientôt. Mais comme le disent nous avons été la dernière fois à la gare routière. Il y a beaucoup de déplacements aujourd'hui. Mais ce que tu oublies, les sous disent que Roumanou Yaéna, le choix il est fait. Donc j'ai entendu un politique dire hier dans le journal télévisé qu'il faut laisser la fête, reporter la fête, venir voter. C'est pourquoi j'ai utilisé cela, j'ai dit Roumanou Yaéna. Bon après, c'est forcément un choix. Soit vous allez fêter, soit vous acceptez de rester dans votre circonscription pour faire valoir votre voix. Donnez votre voix à un candidat. C'est à vous de voir. En tout cas, une voix compte, 2, 3, ainsi de suite. Mais tout compte fait, aujourd'hui, il faut le rappeler aux électeurs qu'ils doivent se rapprocher des différents candidats. Ils doivent se rapprocher de la DGE pour mieux comprendre ce processus. C'est très important. Je sais qu'il y a des spots qui passent. Et la DGE en a produit assez. Aujourd'hui, qui passent sur les différents médias, qui expliquent un peu ce processus. Donc, essayez de voir ces vidéos. Essayez de comprendre pour ne pas aller inutilement faire un vote inutile. Inutile, parce que ça aussi, ça arrive à nos parents. Oui. Tu viens voter, on dit qu'il y a eu tel nombre de votes, et le suffrage est, comment je peux dire, il y a eu 57%, 70%, mais on voit que les bulletins nuls sont en train même de concurrencer certains candidats. Il y a tellement de bulletins nuls que certains candidats n'ont même pas assez voix. En tout cas, je crains beaucoup. Je crains beaucoup. Avec ces trois urnes-là, parce que là, on va sensibiliser. On va sensibiliser pour ne pas que ça soit mélangé. Tu rentres par là
et que le bulletin que tu as, là où tu dois glisser, la caisse de laquelle tu dois glisser. Non, il y a des agents. C'est pourquoi il faut dire que les agents doivent être vigilants. Il faut bien les former. S'ils sont mal formés, ils vont commettre ici des catastrophes là-bas. On peut bien être bien formé. Et si l'appareil aussi s'empare de ces agents-là, et voilà, tout au plus. Non, mais c'est clair. Parce que non, il s'agit d'un processus électoral. Et le dépouillement, ça va se faire. Des bureaux de vote, ils sont payés pour ça. De l'ouverture des bureaux de vote, c'est ce que je dis. Vous connaissez le Guinéen certainement peut-être mieux que moi. Quand l'appareil s'empare de lui et de vous, ça va être très difficile pour vous de suivre à la lettre, d'être vigilant. Vigilant, pardon. La vigilance dont on parle aujourd'hui, c'est si vous vous êtes réveillé avec voilà l'attitude d'un travailleur. Alors si vous vous mettez en tête que c'est l'argent du contribuable, donc on peut, de toutes les façons, personne ne vous voit et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans ces bureaux de vote-là. Donc, bienvenue au désordre. Ce qu'il faut dire par rapport à cette question liée notamment à la dérogation et à la procuration, moi je pense que la DGE devrait quand même disons faciliter les choses, parce qu'aujourd'hui il faut quand même comprendre, c'est vrai, c'est l'élection, ce double scrutin qui vient bousculer quand même l'ordre des choses, parce que naturellement chez les gens, la fête de Tabaski, ce ne s'agit pas là d'une loi. C'est l'ex Duralex. Il ne s'agit pas d'une loi là. Le code est clair. On ne peut pas donner plus de 10 dérogations. Il y a toujours des exceptions. Voilà. Il y a la si ces exceptions sont prévues. Il y a la jurisprudence. Bon, là, naturellement, je suis d'accord avec vous. Voilà. Si elles sont prévues, mais il y a aussi la jurisprudence. Parfois, il y a des mesures qu'on comprend, et naturellement, même la DGE, voilà, qui n'est pas forcément, disons, cela dans le code électoral. Mais c'est compréhensible aux yeux de la loi et aux yeux, disons, des réalités du moment. Et les réalités du moment voudraient quand même qu'on allège un peu la situation pour rendre effectif, disons, ces différents votes-là. Parce qu'il y a des gens qui ont bien l'intention de voter, et pas, parce qu'il ne faut pas seulement voir des candidats. Il s'agit d'une évaluation électorale. Mais est-ce que tu disais qu'il y a un point qui inquiète encore plus? C'est-à-dire, même pour les journalistes qui se retrouvent sur le terrain hors de circonscription, si tu n'as pas de carte de presse professionnelle... Si tu n'as l'exercice de ta profession, oui. Qu'est-ce qui fait de vous? Non, mais ça, c'est simple. Non, mais assez de journalistes qui n'ont pas de carte. Ouais, ça veut dire, non, ils ne sont pas journalistes alors. Si vous êtes journaliste, vous devrez être muni de votre carte professionnelle. Parce que dans les autres pays, là, vous n'avez pas cette carte professionnelle. Non, j'insiste sur ce point. Un médecin qui n'a pas sa carte, vous ne pouvez pas toucher un patient. Parce que tu vas aller là-bas avec la carte de ton média, ils vont te dire non, tu ne votes pas. Ça n'a rien à voir. Et ça n'a pas de poids. Quelque part, et fabriquer ça. Et même si tu as ta carte Abdallah quelque part, ce n'est pas en mission, tu ne dois pas te prévaloir ici. Ouais, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il y a deux points. Certainement cette carte professionnelle, mais le jour du scrutin, là, il se déplace pour des fins personnelles. Vous savez que et la HAC a produit un communiqué récemment pour dire qu'elle a besoin de la liste des journalistes qui doivent couvrir le processus. Donc, des accréditations. Il y aura des accréditations. Voilà. Donc, tu vas venir, tu présentes ton accréditation et ta carte de presse délivrée par la haute autorité de la communication. Il faut préciser aussi, pour obtenir ces accréditations, il faut être journaliste, c'est-à-dire muni de sa carte de presse. Vous n'avez pas Oui, carte parce de que sur la liste, on met le numéro de la carte de presse. Vous ne pouvez pas demander à obtenir cette accréditation, donc c'est uniquement fait pour des journalistes. Alors, des journalistes en République de Guinée, pour l'heure, selon la haute autorité de la communication, selon l'éthique, selon la déontologie, c'est ceux qui sont détenteurs de carte de presse. Bangal, ici, tu n'as pas de carte de presse, tu n'es pas journaliste. J'ai ma carte de presse. Il faut laisser Bangali. Loin de tout ça. Bangali n'a rien à voir. Non, Mohamed, ça c'est des attaques ce matin. Allez, on continue, on poursuit l'actualité ce matin. Vous l'avez déjà compris, c'était quand même un tour de table très très intéressant pour vous permettre de comprendre un peu les enjeux, surtout de ce double scrutin qui pointe à l'horizon. Nous sommes à seulement 6 jours. 6 jours de ce rendez-vous très important pour l'histoire de la Guinée. De la politique, intéressons-nous à présent à ce fait d'une gravité extrême. J'y arrive enfin. Fausse ambassade, faux diplomates et fausses promesses. Le grappin a été mis sur des escrocs en bande organisée en Sierra Leone, précisément à Makeni. Comme si le mal ne suffisait pas, ces individus se faisaient passer pour des diplomates guinéens
accréditer Bangali Camara. Ouais. C'est très fort, quoi. Et une grande usurpation ici d'identité, et presque identité de titre, se faire passer ici d'un ambassadeur, alors qu'il n'est pas d'un ambassadeur, et avoir toute une villa, louer toute une villa, et en faire de là-bas une représentation diplomatique. On peut dire que c'est mal connaître le bandit à col blanc. C'est mal connaître le bandit à col blanc. Les gens sont tellement très forts. Donc, il faut dire, Abdallah, que le démantèlement, c'est un démantèlement partiel parce qu'il faut dire ce réseau criminel, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à parler de cela. Ça remonte à belle durée que ces réseaux criminels des fossoyeurs, des escrocs qui sont là, qui profitent ici du dos des jeunes, peut-être des jeunes qui ont le mirage de l'Occident, qui pensent que ouais, tout est rose là-bas. Donc, ils profitent donc de ces situations pour organiser donc ces différents éléments. Donc, le démantèlement partiel de ces réseaux de traite humaine par les polices sierra-léonaises, par la police sierra-léonaise et la police guinéenne révèle donc une organisation criminelle transfrontalière hautement structurée, Abdallah. Vous avez si bien dit, jusqu'à des représentations des endroits. C'est vraiment structuré. Donc, les investigations menées à Freetown et les provinces de l'intérieur ont dévoilé donc les rouages d'une escroquerie de grande échelle, notamment à Makeni, comme vous l'avez rappelé. Donc, les cerveaux également ont été identifiés, comme l'enquête n'a pas encore abouti, donc on va se taire d'abord de dire les noms ici de ces... Pour éviter de citer les noms. Pour l'heure, on va éviter de citer les noms. Donc, pour l'heure, ils ont été interpellés. Il faut le dire également, la plupart de ceux qui ont été interpellés, ce sont des Guinéens également. Ce sont des Guinéens qui ont été interpellés, qui ont organisé ces bandes-là, et également avoir ces différentes représentations. Donc, ils ont été interpellés. Le premier a été interpellé par la police à Makeni, donc une localité au nord du pays, de la Sierra Leone. Il a été identifié comme le locataire officiel de la villa qui abritait cette fausse ambassade. Aussi de Makeni. Le faux ambassadeur. Le faux ambassadeur. Le faux ambassadeur. C'est incroyable. Donc, le faux ambassadeur également, le second également, deux personnes, tous deux ont été localisés et arrêtés par les forces ici, par les forces de l'ordre de la ville de Bo, au niveau ici du sud de la Sierra Leone. Donc, ces suspects font l'objet d'une procédure d'extradition. Donc, il faut le dire, avec cette coopération entre la police sierra-léonaise et la police guinéenne. Donc, il y a déjà des procédures pour une question d'extradition vers Conakry. Donc, les gouvernements des deux pays s'appuient sur les accords de coopération judiciaire pour accélérer donc le transfert et juger ces criminels à col blanc, comme vous l'avez si bien rappelé. Oui, parce qu'ils ont fait assez de dégâts. Assez de dégâts, il faut le rappeler. Oui, Bangali. Oui, à ce niveau, donc, cette question ici, le pied ici de la fausse ambassade, donc, c'était donc des promesses ici de haute gamme, parce que dire que ouais, c'est une représentation diplomatique pour un citoyen lambda qui n'est pas réellement informé de cette procédure d'ambassade, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a Internet, mais il y a d'autres vraiment qui aiment passer ici par des raccourcis. Même aujourd'hui, il a les départements. Le Guinéen aime le raccourci. Le Guinéen aime le raccourci. Oui, la dernière fois, on le peut-être. C'est une évidence. Et le ministre de la modernisation de l'administration a pris certaines décisions, même au niveau des départements, devant les départements, de dégager ici certains commerçants. Aujourd'hui, même dans les départements ministériels, si tu ne fonces pas, il y a toujours des coxers, on peut le dire ainsi, qui sont arrêtés devant les départements, même ministériels. Dès que tu viens pour un document officiel, des documents officiels qui ne coûtent à rien, parfois ces documents officiels donc avec... je ne sais pas si la réalisation est avec nous ce matin, parce que là je commence à comprendre, allez-y. Voyez donc il y a toujours ces coxers-là qui sont installés à ces endroits, donc qui profitent de cette naïveté, de cette méconnaissance de certains citoyens pour les extorquer de l'argent et pour les tromper parfois. Tu peux trouver des papiers que tu peux rencontrer à moins de 24 heures, on peut faire traîner derrière jusqu'à mais cela ne veut pas dire que tu dois vendre ton âme au diable. Donc à ce niveau, ces bandes organisées, ils ont pris comme cible la plupart des jeunes. Donc pour soutirer d'importantes sommes d'argent, le réseau ciblait les familles prêtes à tout pays à envoyer leurs enfants en Occident avec le miracle de l'Occident. Donc les escrocs simulaient des processus d'immigration légaux vers les pays les plus demandés. Notamment, vous avez les destinations, le Canada, les États-Unis, l'Australie et plusieurs autres pays ici en Europe. Donc, à ce niveau, et les malfaiteurs fabriquaient donc les faux visas
des faux visas, également stimuler l'obtention des passeports et garantissait des opportunités d'embauche fictives dès à l'arrivée. Donc, avec toutes ces idées implantées dans la tête, ces promesses-là, on vend des rêves à ces jeunes, donc finalement, qui tombent directement ici dans ce filet ici de ces différents fossoyeurs. Donc, conséquence, à Conakry et Freetown, des dizaines de familles guinéennes ont été extorquées et flouées, ont déjà déposé des plaintes donc à ce niveau. Donc, des dizaines de familles là ont été vraiment extorquées. Des dizaines de victimes. Des dizaines de victimes. Donc, j'ai suivi même l'intervention et après des différentes recherches. Donc, un monsieur qui a perdu de vue ses enfants plus de 2 ans. 2 ans, ces enfants vendent les rêves. Et ces jeunes qui sont recrutés, vous venez, dès l'arrivée, vous êtes là, on vous donne des promesses. Déjà, c'est vos faux visas, c'est faux passeports. On vous entraîne dans le piège. On vous entraîne dans le piège. Et puis, avant cela, comment ça se passe? Dès que vous êtes entraîné dans le piège, on vous donne, dès l'arrivée, on vous fait croire, ouais, tout est clair, vous ne sentez rien, peut-être vous allez croire c'est une vraie ambassade, tout est là, les faux documents qu'on vous a donnés, on vous vend tout ceci. Et puis finalement, parfois ils prennent des photos même au niveau de l'aéroport pour vendre ça sur les réseaux sociaux, pour informer d'autres personnes, inciter, ouais, bon, je suis là, tout en vous donnant des numéros. Tu es installé là, des numéros à l'étranger. Et puis là, du Canada, par exemple, tu dois aller là-bas. Donc, on assure les autres là, que tu dois aller, et puis tout est déjà orchestré. Donc, après, maintenant, une fois sur place, on dit quoi? Vous serez orchestré, une fois sur place, vous êtes dans le piège, tous les documents là sont confisqués. Donc maintenant qu'ils ont beaucoup financé pour ça, donc pour pouvoir tout rembourser et que ce rêve-là soit concrétisé, qu'il faut appeler d'autres personnes. Il faut appeler ou vous faites venir d'autres personnes, d'autres clients dans ce réseau-là. Donc finalement, toi, tu as déjà vendu ton image, des gens vont dire que tu es déjà à l'étranger, il y a tout ceci, il y a tout cela. Donc tu t'entraînes directement dans c'est très grave. Il faut le rappeler. En tout cas, merci Bangali pour... Et je vous dis, je connais quand même des gens. Tu en sais des choses. Je sais. À Tombolia, il y a eu des victimes. Tu en sais des choses. Donc, je connais des victimes potentielles qui ont été... La famille... Mais qui ont retrouvé leur famille maintenant. Heureusement qu'ils ont retrouvé leur famille. Tout va bien maintenant. Mais ça... Même parfois, quand ces gens-là sont dans leurs mains, parfois tu te poses la question, est-ce qu'ils ne sont pas endoctrinés? Parfois, ils ont du mal à se débarrasser de ces gens. C'est comme un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau, ils sont là, ils appellent, ils sont tellement choses dans cette situation. Allez, Bangali Camara, en tout cas pour ce décryptage, merci. Mohamed Loba, Yaya Diallo, on a écouté Bangali, un réseau bien organisé, des fossoyeurs qui se transforment en ambassadeurs. Ça se passe en Sierra Leone et des Guinéens en font partie. Évidemment, une bande organisée qui usurpe le titre de notre ambassade du côté de la Sierra Leone. Et ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que c'est des gens quand même qui ont resté depuis un bon bout de temps et qui continuent justement à extorquer des Guinéens. Ce qui aussi, à leur tour, sont pressés pour quitter l'Afrique pour aller je ne sais où, au Canada, aux États-Unis. Vous savez très bien que c'est entre la demande et l'offre. Voilà, il y a des gens qui veulent vaille avec n'importe quel. Parce que quand ces gens-là vous dites justement, vous disent justement que vous pouvez aller au Canada avec 50 millions de francs guinéens, juste à titre d'exemple, ou aux États-Unis avec 60 millions de francs guinéens. Eh bien, c'est très facile. C'est de l'utopie. Vous ne vous posez pas la question, mais comment? Et puis, c'est des gens qui sont aussi de mèche avec la société Kinet que vous connaissez très bien. Donc, c'est passé un peu partout. C'est pas qu'en Sierra Leone, même au Mali, Bamako, à un certain niveau, le même réseau y était. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce niveau-là, on ne parlait pas de trafiquement. Ce qui est dans cette affaire-là, c'est au niveau de la Sierra Leone, c'est que tout se passe là-bas. Et sont des Guinéens quand même qui usurpent justement l'identité de notre ambassade et qui fonctionnent comme des diplomates avec justement des faux papiers. Et je pense que depuis longtemps en anglais, il y a eu, puisque c'est à la suite de plusieurs plaintes qui ont été justement adressées à nos autorités diplomatiques du côté de la Sierra Leone pour dire attention, il y a quelque chose qui se passe au niveau des Makeni. Donc, et finalement, on a mis à contribution la police sierra-léonaise qui s'est mise à la tâche. Après les investigations, on a justement mis main
sur les cerveaux. D'abord, puisque c'est ça aussi, c'est lui qui avait justement frauduleusement loué cette villa qu'on a présentée comme étant l'ambassade de la Guinée au niveau de la Sierra Leone. Et maintenant, c'est ses co-complices qui, justement, étaient aussi dans certaines villes, justement, de la ville de la Sierra Leone. Donc, c'est pour autant dire que, au-delà de ces 3 personnes-là, il y avait déjà justement un certain nombre aussi des alliés, puisque c'est de là qu'il s'agit, des alliés qui permettaient à ces gens-là d'avoir des clients, en contrepartie avoir un pourcentage. Donc tous ces gens-là ont été justement filés et certains, on apprend, sont déjà à Conakry pour la suite de la procédure au niveau de la direction de la police judiciaire. Donc je pense que ce sont des choses qui pourront nous édifier dans les prochains jours et éventuellement interpeller l'État à ce que ces genres de choses-là cessent au nom de la Guinée, puisque c'est l'image aussi de notre pays qui est ternie quelque part. Quelque part, hein, très très important. Oui, Mohamed Leba, est-ce que vous partagez le même avis aujourd'hui? Il faudrait que les autorités guinéennes mettent les bouchées doubles pour éviter ce genre de situation, même si ce n'est pas un cas particulier à la Guinée. Oui, mais ce qui vous échappe peut-être, c'est de se poser des questions qui pourraient paraître légitimes, légales, de savoir, parce que cela fait beaucoup de temps que ces gens-là opèrent du côté de la Sierra Leone. Où était l'ambassade de la Guinée en Sierra Leone, la vraie ambassade pendant tout ce temps? Il faut quand même se poser ces questions-là. Légitime. De l'autre côté, c'est le mécanisme par lequel ces gens arrivent quand même à produire, même si c'est de faux papiers, mais des papiers. Parce que si vous regardez, c'est-à-dire vous confrontez le faux papier au vrai papier, la différence est légère. Donc il faut se poser des questions sur leurs compétences. Comment ont-ils acquis quand même ces compétences-là pour pouvoir exceller dans le mal, dans du faux et dans tout ce que nous savons aujourd'hui. Donc c'est une chaîne. C'est toute une chaîne, donc naturellement avec des complicités bien introduites. Il faut quand même... Interne et externe. Interne et externe, des complicités quand même bien introduites. Des gens qui connaissent très bien l'organisation de ces ambassades-là, naturellement le fonctionnement de comment ça se passe. Et puis, ça ne peut pas se passer sans que quelqu'un qui est dans la vraie ambassade ne soit quand même, ne leur prête main forte. Il faut quand même le dire. Aujourd'hui, le mal est très profond. C'est qu'il faut aller méthodiquement avec ces enquêtes-là, de savoir réellement qui est le véritable cerveau de tout cela et qui finance, qui est derrière, qui leur permet d'être outillés et savoir parfaitement c'est ce qu'il faut avec le vrai document et c'est ce qu'il faut pour en fabriquer autant. Et ça, c'est un pan. Vous le savez, aujourd'hui, ça fait très mal de parler de la Guinée dans le mauvais sens. C'est ce pays qui nous abrite. Et ce qui est déplorable, ce qui est déplorable, c'est de comprendre jusqu'où, quand il s'agit de mal faire, on est intelligent, on est doté d'un esprit vraiment très volumineux, on comprend vite les choses, mais quand il s'agit de bien faire, je ne sais pas, on n'est plus intelligent, on peine à trouver des solutions, mais quand il s'agit du mal, on excelle ville et on devient champion. Parce que ce n'est pas une première. Vous le savez, il y a l'aspect usurpation. Et l'autre aspect qui vient derrière cette terminologie qui nous affiche trafic d'êtres humains, c'est encore plus scandaleux, c'est encore plus grave. Parce que pour la petite définition concernant le trafic des êtres humains, il faut dire que la traite des êtres humains est l'exploitation de personnes à des fins lucratives par le biais de la violence, de la correction, de la fraude ou de la tromperie. Alors souvent qualifiée d'esclaves modernes, elle constitue une grave violation des droits de l'homme. Alors comment cela fonctionne-t-il? Le processus repose généralement sur 3 mécanismes fondamentaux. L'acte, le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes. Le moyen, c'est-à-dire qui est le deuxième pilier, l'usage de la menace, de la force, de la tromperie, de l'enlèvement ou l'abus de pouvoir ou d'une situation de vulnérabilité. Le troisième aspect, c'est le but, l'exploitation de la victime. Et nous savons aujourd'hui cela est associé
voilà, à ce qu'on appelle QNet. Nous avons eu une douloureuse et une mauvaise expérience de QNet qui a transformé une bonne partie de notre jeunesse, alors qui a fait foirer l'avenir de beaucoup de jeunes Guinéens. Il faut le dire, je parle en connaissance de cause. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans cette famille qui sont naturellement écartés, c'est-à-dire des jeunes qui ne retrouvent plus le Nord. Pourquoi? Parce que pour la simple raison qu'ils sont tombés dans les de ces manipulateurs intelligents. Et finalement... Des criminels, Mohamed. Des criminels ambulants, des criminels en costume, et qui continuent, il faut dire, de gâcher l'avenir d'une bonne partie de la jeunesse. Et je connais aujourd'hui des victimes. J'ai été une personne tentée à un moment donné. Je me suis dit, mais voilà, quand même. J'attendais souvent. J'ai dit, mais il tombe pas. Non, j'attendais souvent. Souvent, Abdallah, c'est les gens que vous connaissez. Ouais. Vous me connaissez. Ouais. Je viens, parce que vous avez confiance en moi, je suis endoctriné, emballé par cette doctrine-là. Et finalement, je viens vous convaincre. Ça va être très difficile pour vous si vous n'êtes pas averti de vous en sortir. Et il y a des victimes silencieuses. Oui, il y a des victimes silencieuses. Il y a certains même hélas qui ont été victimes de ça. Vous voyez, non? Donc c'est une manipulation à outrance. Ce sont des gens, naturellement, qui partent du côté de Dakar, soit de Dakar ou bien du Mali, parce que la méthode, elle était beaucoup plus répandue au Mali. Donc, il y a des gens, naturellement, qui partent s'installer. Vous allez penser que c'était pour aller se chercher, alors qu'ils tombent dans le viseur ou dans le filet, naturellement, même pas dans le viseur, dans le filet de ces criminels à col blanc. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont à la quête, naturellement, de potentiels clients, de futurs clients. Alors, vous êtes, même si vous êtes des parents, vous tombez dans leur viseur. Et c'est le prix à payer. Je viens vous expliquer, voilà, dire non, il y a une société ici qui emploie. Je dis, mais si la société emploie, la première des choses, d'abord, il faut penser à tes parents directement, c'est-à-dire des personnes avec qui tu partages soit la même famille avant de penser à moi. Donc, ça fait, pour des personnes intelligentes, ça fait réfléchir. Alors, si vous réfléchissez beaucoup, vous trouvez des points et à la conclusion, c'est de l'arnaque. Vous êtes épargné. C'est de l'arnaque. Mon cas, c'était ça. Quelqu'un que je connais vient avec, c'est-à-dire quelqu'un avec qui j'ai grandi. J'ai dit bien, j'ai grandi. Qui m'appelle, oui, mais c'est difficile pour moi de tomber dans ce genre de choses. Parce que j'ai réfléchi, je leur ai dit, non, attention, moi j'ai un bon travail, ça va pour moi où je suis. Voilà. Et toi, étant quelqu'un qui n'a pas beaucoup approfondi les études, je me vois mal. Non, il se peut qu'on arrive à me manipuler. Tu as cette capacité, mais que tu n'as pas. Et le plus souvent, voilà. Les jeunes sont pas une question d'études là. Ce sont des jeunes qui vont peut-être, qui sortent fraîchement de l'université. Il y a cet aspect. Par exemple, pour celui qui n'est pas allé à l'école beaucoup ou qui n'est pas journaliste, Abdallah, s'il vous dit que vous excellez dans votre domaine, posez-vous des questions. Savoir, un non-journaliste vous apprécie. Bon, vous faites très bien votre travail, vous respectez l'éthique et la déontologie. Non, peut-être l'éthique et la déontologie. Vous comprenez? Non, il y a des aspects sur lesquels, quand on vous félicite, vous devez vous remettre en cause. Poser des questions, éventuellement de savoir comment il a su cela et pourquoi. Et quand un non-journaliste vous apprécie sur des aspects techniques, il faut revoir. Il faut réfléchir. Naturellement. À plusieurs fois. C'est à l'État d'agir là, sinon on est mal parti. On est très mal parti, mais je crois que dans quelques jours, ces bandits seront jugés ici en République de Guinée, ces criminels, et seront jugés ici en République de Guinée et répondre de leurs actes. La pub derrière, nous prenons la direction du Sénégal où l'actualité politique domine aujourd'hui le continent. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance VIA, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité.
Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. Photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Cavi TV, la télé du développement. Bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de classe. A ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de la télévision à travers... À République de Guinée, merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner. Il a favorisé ici, il faut le dire, la division de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus, pas d'un de moins. Pour d'autres négociations afin d'obtenir gain de cause. Merci de votre fidélité. On se reprend demain si tout va bien, Inch'Allah. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer
pour agir, inspirer pour dire. Fini la pub, vous l'avez déjà compris, pardon. On poursuit cette émission, le scanner, et on est ensemble encore pour environ 30 minutes. À présent, cap sur l'actualité africaine la plus commentée ces dernières 48 heures. Direction le Sénégal. Du pacte au choc politique, le président Bassirou Diomaye Faye remet les pendules à l'heure en nommant un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Ahmadou Alaminou Mohamed Lo, ancien secrétaire général du gouvernement, jusque-là ministre d'État, chargé du suivi et du pilotage de l'agenda Sénégal 2050. Une nomination qui suscite de nombreuses interrogations, mais qui est le nouveau patron de la primature et dans quel contexte il prend les rênes, Mohamed Leba? Ils veulent juste compliquer la tâche de lecture. Il s'agit d'un simple nom. Alors, il faut prendre dans le jargon ou dans la culture guinéenne, c'est-à-dire Ahmad. Ahmadou et Al-Amin, c'est-à-dire comme Lamine, et puis voilà, après l'eau. Ça va t'aider la tâche. Ahmadou Al-Amin, et voilà. Mohamed, il veut démettre le nom. Moi, j'ai lu tout le nom. Il faut le convertir. Voilà. Il faut convertir le nom en guinéen. Voilà. Le nom de famille, c'est l'eau. Voilà. L'eau, donc il faut le convertir. Hein. Et alerte info, hein, parce que ça tombe tout à l'heure, je sais qu'il va revenir largement là-dessus. Ouais. Ousmane Sonko est élu président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Le décompte est fini. Sur 133 votants, 132 ont voté pour Ousmane Sonko. On poursuit cette émission. C'était juste une question de formalité. On le savait, il fallait le rappeler. Tomber à pic. Il n'était pas bête de créer quand même un environnement propice disons, à ce qu'il soit gommé quand même, ou bien à ce qu'il quitte la primature. Donc il fallait quand même le comprendre. Et la démission de du désormais ex-président de l'Assemblée nationale en disait quand même long sur l'avenir politique de Sonko. Alors il faut le dire, ce tandem, pour des avertis, ce n'était pas une surprise. Le divorce entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Il faut le dire que ça a été acté le 22 mai 2026 parce que le président, ce jour, le président Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions de son premier ministre et ancien mentor, si on peut se permettre, Ousmane Sonko, ce qui acte naturellement... Ancien mentor. Bon, il faut dire ancien mentor, hein, ancien mentor, parce que pour le moment, il n'est plus... Parce que qu'il soit président ou pas, mais attention, il faut qu'on se comprenne. Qu'il soit président ou pas, visiblement, c'est son mentor. Il a été une fois, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Selon la réalité des choses, on ne peut pas gommer l'histoire. Pour une question de prudence, je dis ex-mentor. Ah bah voilà, là je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord, cher ami. Ex-mentor, pour une question de prudence, M. Camara. Donc il faut comprendre comme ça. Je comprends. Je parlais très bien, que cela acte quand même de divorce du tandem qui avait porté le PASTEF au pouvoir en 2024. Alors, moins de 48 heures plus tard, il faut dire, le président Bassirou Diomaye Faye a nommé l'économiste Ahmadou Al-Amin Lo pour former un nouveau gouvernement, tournant ainsi une page politique majeure du Sénégal, c'est-à-dire la fin du tandem. Aujourd'hui, il est important de rappeler le contexte d'une rupture annoncée, parce qu'il faut le dire que peu importe aujourd'hui ce qu'on pourrait dire, il s'agit d'une rupture entre deux personnes qui se sont côtoyées, qui se connaissent, qui se sont connues il y a très longtemps, qui ont noué, c'est-à-dire les fibres d'une amitié qu'on pensait durable. Mais vous le savez, il y avait quand même des zones de turbulence que cette amitié devrait, disons, parcourir, et malheureusement aujourd'hui, elle tombe en friche, cette amitié, cette belle amitié, il faut dire ce tandem autrefois quand même, qui inspirait, disons, une bonne partie de la classe politique africaine.
parlons d'une cohabitation conflictuelle, parce que le duo était devenu une source de friction, il faut le dire, institutionnelle, et notamment autour de la gestion des crises économiques, dette d'abord à plus de 132% du PIB et des réformes, disons, promises. Alors, désaccords majeurs, les tensions. Je rappelle ceci parce que c'est très important aujourd'hui pour les auditeurs qui ne sont pas encore beaucoup plus avertis de savoir réellement les causes du divorce de ce duo-là. Il faut le comprendre ainsi. Donc, je parlais des tensions qui portaient sur la transparence des fonds publics et la lenteur des poursuites contre d'anciens responsables du régime de Macky Sall que Sonko jugeait trop timide. Alors, le choix aujourd'hui de l'affirmation présidentielle, parce que de qu'on se dise aujourd'hui que Diomaye finalement, il s'affirme, il prend ses responsabilités de président de la République, de chef d'orchestre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, en se séparant de son mentor, Diomaye Faye a décidé d'affirmer son autorité pour sortir de l'ambiguïté d'une co-direction du pays. Il faut naturellement parler de cette nomination et de qui est Ahmadou Al-Amin Lo. C'est important de le savoir. Ahmad Al-Amin Lo est un technocrate expérimenté, âgé de 60 ans. Cet ancien élève du Prytanée militaire de Saint-Louis de Dakar est un spécialiste reconnu des questions monétaires et financières, tout au plus comme Ousmane Sonko, encore Diomaye Faye, c'est le groupe, il faut le dire, qui sont quand même, le pays des économistes. Le pays des économistes, donc ils sont reconnus pour ces questions liées à l'économie. Il s'agit d'un homme de l'ombre choisi pour sa discrétion, certainement. Ça, c'est une analyse aujourd'hui interne qu'il faille quand même dire, parce qu'il n'était pas beaucoup plus vivant de par le devant de la scène comme le cas d'Ousmane Sonko ou encore moins de Diomaye Faye, parce que qui voyait Diomaye Faye, Sonko avant voyait naturellement Diomaye Faye, et pour le cas du PASTEF, ils occupaient quand même le devant de la scène, parce que Diomaye, il faut le rappeler, c'était le numéro 3 quand même du PASTEF. Il faut dire aujourd'hui qu'il était peu connu du grand public, et il est présenté comme proche à la fois du président Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, d'où l'importance aujourd'hui de focaliser l'analyse sur la durabilité ou voire même le séjour de l'homme à la primature. Et donc, il faut le dire qu'il est proche de ces deux personnalités. Et même dans sa prise de parole, je l'ai vu quand même remercier et le président et le Premier ministre sortant. Ce qui laisse aujourd'hui penser qu'il a été choisi pour apaiser les tensions. Naturellement, pour beaucoup d'observateurs aujourd'hui. Son profil, il s'agit d'un profil de continuité, naturellement, parce qu'il était déjà dans le gouvernement, dans le système. Donc, il insiste sur un changement des méthodes, plus que, disons, de cap privilégiant quand même la continuité institutionnelle pour assurer la mise en œuvre du programme Sénégal 2050. Alors, il était déjà promoteur de ce programme-là, et aujourd'hui, étant Premier ministre, investi d'un certain nombre de pouvoirs, il va pouvoir quand même prendre un certain nombre de décisions allant dans le sens de la construction de ce programme Sénégal 2050, comme le cas de la Guinée avec Simandou 2040. Naturellement, avec toute nomination pourrait découler soit des avantages ou des inconvénients, c'est-à-dire naturellement des conséquences négatives ou des conséquences positives. Et pour le cas d'Ahmadou Lo, aujourd'hui, il faut aussi dire qu'il y a des conséquences d'un changement d'air. Alors, si je parle d'air, il s'agit de accent grave et puis RE. Donc, risque de blocage institutionnel. Il faut commencer à ce niveau-là, parce que Ousmane Sonko reste le leader incontesté du PASTEF à l'Assemblée. Vous venez de l'évoquer. C'est déjà 132 sur 133. Il est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Ça va rendre un peu la cohabitation à l'Assemblée nationale entre la majorité aujourd'hui qui est avec Ousmane Sonko, il faut le dire, parce que quand vous parlez de PASTEF aujourd'hui, il y a un semblant naturellement de bicéphalisme, parce qu'il y a le camp quand même de Diomaye, même si il y a donc ce camp qui se forme
Et naturellement, dans les jours à venir, l'humanité va observer un duel politique et surtout aussi qui va focaliser les intentions sur ce bicéphalisme au sein même du PASTEF. Donc il faut parler aujourd'hui de la survie des réformes économiques parce que l'arrivée d'un économiste chevronné vise à rassurer quand même, il faut le dire, les partenaires internationaux et à stabiliser un cadre macroéconomique fragilisé par la crise politique. Parce que ce qu'on ne dit pas beaucoup les médias sénégalais, c'est que le Sénégal fait aujourd'hui face à un véritable problème, à une crise économique qui ne dit pas son nom. Honnêtement, qui ne dit pas son nom. Une crise économique aiguë qu'il faille quand même, qui mérite aujourd'hui toutes les attentions, notamment de la classe politique. Je sais qu'il y a assez à dire, mais on sera obligé de faire évoluer le débat et aller vers le deuxième sujet, carrément. Finalement, il faut le dire que le cri de cœur de certains députés de l'Assemblée nationale du côté du Sénégal n'aura pas porté fruit, puisque Ousmane Sonko, on s'y attendait, est déjà élu avec 132 voix sur 103, président de l'Assemblée nationale après la démission de Malick Ndiaye, qui était président de l'Assemblée nationale. Au bon moment, il a fait le bon geste. Évidemment, et ce sont des gestes qui nous interrogent et sur lesquels nous allons revenir tout au long de cette émission, éventuellement dans les prochains jours, puisque c'est ce qu'on a dit dès le début de cette crise qui s'annonçait là. On avait dit justement de poser des questions avec toute la prudence et analyser justement avec le temps. Alors, Sonko, sans surprise, est élu ou désigné tout au plus par les députés. Élu. J'ai dit bon, j'ai dit tout au plus. Il ne faut pas jouer avec le mot élu. On sait pourquoi. Il n'a pas été désigné. Le président a donné il a été désigné par la majorité. Ton premier mot, il faut le mettre. Il a été désigné par la majorité. C'est une élection. Voilà. Mais là, on est d'accord. A-t-il été désigné par un individu? Je préfère le mot plébiscité. Ça, on parle de la nomination. Désigné par la majorité. Non, il a compris, il est revenu à désigné par la majorité. Le gars, il est imprévisible. On se pose des questions sur un certain nombre de faits. Moi, quelque chose me dit quelque part que Diouma est en train de protéger Sonko. Peut-être c'est cet angle-là que beaucoup n'ont pas vu. Je reviens un peu sur l'histoire très récente. En avril, tout le blocage, tout autour duquel Sonko lui-même rappelait beaucoup, c'est-à-dire que c'est cet empêchement constitutionnel, ou si vous voulez, de sa prochaine candidature au niveau de ces élections. L'inéligibilité. Justement. Ouais. Alors, cela a été déverrouillé. Et entre-temps, nous avons vu l'empêchement avec lequel la majorité des députés à l'Assemblée nationale, donc les députés du PASTEF, ont pu justement accélérer à travers l'ancien président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, qui ont justement essayé de laver Sonko de tous ces obstacles-là aujourd'hui. Alors, donc, il est éligible. Baliser le chemin pour lui. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Que c'est Sonko qui est limogé. Sonko limogé moins de 48 heures, c'est le Malick qui démissionne de l'Assemblée nationale. Et cette histoire de réintégration de Sonko se pose parce que tout simplement, on parlait d'une démission théorique au niveau de l'Assemblée nationale, puisqu'il a été élu. Eh bien, entre-temps, c'est un Premier ministre qui a été nommé. Et puis, le lendemain, on a désigné Sonko comme étant le président de l'Assemblée nationale. Alors, les choses vont vite aussi. Très vite. Et quand vous voyez la séquence, c'est-à-dire que c'est Sonko qui pose un axe en première position. De l'autre côté, on répond par un autre acte. Et puis vice-versa, c'est comme ça que ça se passe. À chaque acte, une réponse. Une réponse. Alors, je me dis quelque part, effectivement, que apparemment, je crois que c'est l'idée la plus répandue aujourd'hui, c'est qu'il y a eu justement un divorce et qu'il y a une incertitude institutionnelle et politique qui se dessine au niveau du Sénégal. Je vais être d'accord avec les gens au regard d'un certain nombre de choses qui sont apparentes entre justement Sonko et son ami Diomaye Faye devenu président. Alors, l'un dans l'autre aujourd'hui, on s'est dit effectivement que Sonko est devenu aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. C'est la deuxième institution de l'État sénégalais. Alors, il y a certains qui sont allés jusqu'à dire que Sonko
ne dira pas au niveau de l'Assemblée nationale, ça peut être une utopie, que prochainement on peut assister. C'est parti pour 5 ans pour lui. Hein. Évidemment. Voilà. C'est-à-dire que on pouvait souvent assister au scénario de Senghor Abdou Diouf. C'est-à-dire que Diomaye dit bon, je ne suis plus apte à diriger les choses, il trouve des arguments. Hier, je le rappelais, il démissionne et puis il laisse la place à l'autre là. Moi, c'est une hypothèse que j'écarte parce que j'ai dit aujourd'hui, il faut admettre une chose. Il faut admettre une chose, que Diomaye est prêt quand même à terminer son mandat. Est-ce qu'il a des intentions pour un second mandat? Je crois que c'est à lui de mesurer et d'en tirer toutes les conséquences politiques. Et il sait très bien mieux que quiconque jusqu'où il est populaire au niveau de Sénégalais, en particulier au niveau du PASTEF. Alors, si tel est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que l'hypothèse selon laquelle c'est un duel aujourd'hui qui se dessine à la tête de l'État sénégalais, un président de l'Assemblée nationale qui n'embosse pas la même trompette que le président de la République, c'est un blocage constitutionnel et institutionnel qui se pose là. Ouais. Et là, en ce moment, je crois que nous nous amenons tout droit vers la dissolution de l'Assemblée nationale et éventuellement le président de la République, peut-être il peut s'en passer de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas essayer justement de passer par ordonnance. Mais tout cela a des conséquences économiques très, très néfastes pour le Sénégal aujourd'hui, qui, il faut le rappeler, est dans une situation économique extrêmement difficile. Je vous rejoins sur un point. Le fait de dire que est-ce que Diomaye n'est pas en train de protéger Sonko? Oui. Parce qu'aujourd'hui, tous les débats portent sur les relations entre Diomaye et Sonko. Mais chacun oublie le bilan de Sonko. Évidemment. À la primature. Aujourd'hui, c'est un véritable souci. Aujourd'hui, une question qui ne se pose pas souvent, parce que le PASTEF reste quand même le parti majoritaire avec cette force que le PASTEF impose au Sénégal. Ouais. On a du mal à toucher à Sonko. Mais la véritable question, comme l'a dit Mohamed, le Sénégal fait face à une crise économique aiguë. Et ça, en partie, ce sont les conséquences de la gestion Sonko-Diomaye. Imputable au duo qui est devenu on ne dit pas souvent. Apparemment un duel. Voilà. On ne sait pas trop ce qui se passe. Oui, on se pose moins de questions sur la gestion du Premier ministre Ousmane Sonko. Or, Ousmane Sonko, oui, fut-il le Premier ministre, il y avait le programme quand même de rupture du PASTEF, sur la base duquel les Sénégalais ont choisi justement le PASTEF pour pouvoir amorcer des réformes. La première chose d'abord, c'était de se débarrasser de cette monnaie qu'on a considérée comme étant une monnaie coloniale, le franc CFA. Et là, la question, laisse-moi appuyer là. Le nouveau Premier ministre, quand même, était un défenseur. Je ne sais pas si les choses ont changé, était un défenseur du franc CFA. Ne l'oubliez pas, bien avant l'arrivée quand même de Diomaye, à la tête du Sénégal, lui, il défendait le franc CFA pour des raisons qu'il évoquait à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que ce même Premier ministre, celui qui est nommé Premier ministre, va vouloir accepter de se retirer ou de retirer le pays du franc guinéen, là, de franc CFA? Justement. Là également, la question se pose. C'est un autre aspect. C'est un autre aspect. Je crois que sur le compte, on reviendra justement la position de l'actuel Premier ministre vis-à-vis du franc CFA. Le franc CFA, surtout. La position de l'actuel Premier ministre vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, dont on accuse justement de procéder à un chantage, si vous voulez, de partenariat, parce que tout simplement, ce sont de partenariats économiques qui maintiennent un certain nombre d'États africains, quand même, c'est une réalité dans l'endettement. Alors, aujourd'hui, sur la base d'un certain nombre de choses, c'est vrai qu'au niveau du PASTEF, on dit que oui, Ousmane Sonko a pu quand même poser un certain nombre de bases, mais en réalité, il n'en est rien parce que le programme du PASTEF était connu, c'était autour de la souveraineté économique et financière du Sénégal, principalement tout tourné autour de ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une rupture avec l'ancien système qui avait justement de relations, comme disait le PASTEF, très douteuses avec les Occidentaux, donc les institutions de Bretton Woods, donc l'Occident de manière générale. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont réussi à amorcer cette rupture-là? La réponse est naturellement non, ils n'ont plus. La faute à qui? Aux deux. Alors c'est là où Sonko a cherché justement au président. C'est là où Sonko. C'est lui qui est comptable face à lui. C'est vrai, face à l'histoire, et je vais citer un intellectuel guinéen qui me rappelait un ancien ministre, dont je vais taire le nom, qui me disait qu'un Premier ministre n'a pas comment je peux dire ça, de bilan, pas de bilan, c'est pas comment on appelle ça. Il n'est pas responsable de la gestion. Il n'est pas responsable de la gestion. Que le peuple a donné sa voix
à un président. De la République. Seul le président trace la feuille de route et les autres suivent. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la priorité du Premier ministre est telle, la priorité du Premier ministre est telle. Non, le Premier ministre suit la feuille de route du président de la République. Du président de la République. Donc, c'est le cas. C'est le cas. Voilà. Mais prenons par exemple le cas sénégalais. C'est un cas quand même exceptionnel. Celui qui aurait dû être élu ne l'a pas été pour des raisons politico-judiciaires. Non. Là, je ne m'inscris à vous. C'est qui le président? Il n'a pas été candidat. Alors, point. Celui qui devait être élu a été élu. Celui qui devrait être alors candidat. Voilà. Être élu, c'est notre aspect. Merci. Sonko n'a pas été candidat. Merci. Voilà. Mais nous savons pourquoi il n'a pas été candidat. Voilà. Là, nous sommes d'accord. De toute évidence. Alors, il reste tout de même quand même le maître du PASTEF. Parce que là, il a démontré à plusieurs reprises que c'est lui. Et il vient de le démontrer à travers cette élection. Vous savez très bien que c'est le PASTEF qui a été porté au pouvoir, le parti. Jusqu'à présent, et Diomaye et Sonko sont des membres du PASTEF. Alors, la protection de Sonko est tirée d'où? C'est pour le fait de dire s'il y a échec au niveau du premier mandat, cet échec ne doit pas être imputable au Premier ministre. Mais vous savez très bien qu'à supposer que Sonko soit Premier ministre de Diomaye Faye du 1er au 5, c'est-à-dire que les 5 ans à venir, mais il n'aura pas un argument pour dire qu'il n'est pas comptable de la gestion de l'actuel président de la République, futur Premier ministre. Même pour le temps qu'il a passé à la primature, il est comptable. En partie. Voyez-vous. Voilà. Donc, la protection, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on vote les lois, on contrôle l'action du gouvernement et éventuellement on mène des enquêtes. En ce moment-là, il a une posture justement plus ou moins stable et qui peut justement lui permettre de dire attention, je n'ai pas été d'accord. Évidemment, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas été d'accord, c'est pourquoi... Quand j'étais Premier ministre... Je reviens à l'Assemblée nationale, j'ai toujours montré mon opposition. Justement. Maintenant, on verra très bien, puisque quand même, curieusement, parce que tous les députés du PASTEF sont d'accord avec Sonko. Mais on ne peut pas me dire qu'effectivement, il n'y a pas à l'interne aussi certains qui ne sont pas d'accord avec le président. Il faut commencer par la dame sale. Les députés qui ont commencé. Il faut commencer par la dame sale. Justement. Mais dame sale, c'est Takwalou du Sénégal, la coalition autour de la paire de Macky Sall. On parle du PASTEF. C'est-à-dire que le groupe parlementaire composé de pastifiens au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il y a des scénarios peut-être qui se passent au niveau du Sénégal. On verra bien dans les jours à venir. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui... On l'a rappelé hier, difficile. Justement, au-delà de l'émotion, je pense qu'au-delà même de cette très triste dont on parle là, puisqu'on en a vu aujourd'hui, on est d'accord effectivement que même la procédure de démission de Malick Ndiaye n'a pas obéi à un certain nombre de choses et qui n'a pas respecté les règles à la matière, notamment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cet empressement est dû à quelque chose et je pense qu'au-delà de ce que certains veulent insinuer par là, en attendant de voir dans les jours à venir, je pense que Diomaye est en train plutôt de protéger Sonko que les gens le croient. Bien, très important. Oui, Bangali, Mohamed, avant de finir avec Mohamed, en 1 minute 30 maximum, parce que là, on est presque talonné par le temps. Est-ce que vous avez la même lecture? Aujourd'hui, Sonko qui revient à l'Assemblée nationale en tant que président, réintègre l'Assemblée nationale, devient au même moment président, alors qu'il a été démis de ses fonctions il y a 72 heures seulement. Des députés qui crient un vice de forme, cela, le cri de cœur n'est pas écouté. Sonko revient encore plus fort, parce qu'il faut le rappeler. Oui, il devient encore plus fort. Hier, on l'appelle dans ce même studio. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un deal politique ou bien c'est un divorce politique? Bon, tout porte à croire. Et l'avenir nous donne raison, parce que deal politique, on a parlé largement par rapport ici à toutes ces revendications. Il ne faut pas oublier, déjà, à partir du 6 juin, il y aura le congrès également du PASTEF qui va certainement reconduire l'actuel président ici du PASTEF pour diriger en les choses. L'Assemblée nationale, c'est une institution, il a rappelé, est-ce que Diomaye veut protéger Sonko pour ne pas qu'il soit comptable ici de la gestion du pouvoir, parce que celui qui est venu, c'est un économiste. Ils sont tous avec un trio économiste, pendant que le pays est plongé actuellement dans une crise économique qui ne dit pas son nom. Donc, c'est un véritable paradoxe. C'est un véritable paradoxe. Et Sonko, la dernière fois devant l'Assemblée nationale, il a dit que l'Assemblée nationale n'a pas une pression réelle sur la gestion ici du gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'enquêtes ici au niveau de l'Assemblée, au niveau ici du gouvernement. Donc cela veut dire que
il prépare l'esprit. Dès après ici cette annonce, ici devant l'Assemblée nationale, il est revenu, il a été débarqué ici de son poste. C'était préparé, c'était prévisible. Bon, on ne sait pas. Ce secret-là du pouvoir reste à leur endroit. Donc aujourd'hui, arrivé à la tête de l'Assemblée nationale, il va certainement à ce niveau, quand il y aura des distensions ou bien quand il y aura assez de pression, est-ce que Diomaye a aujourd'hui la position de débarquer l'Assemblée nationale? Peut-être que ça va être pour 6 mois. Parce que là, peut-être pour débarquer, tout est possible pour débarquer. Pour débarquer, il faut jusqu'à 6 mois, peut-être vers le mois de décembre comme ça, pour pouvoir débarquer ici, pour dissoudre l'Assemblée nationale. J'espère que oui. Et je pense bien cette hypothèse-là ne va pas se présenter pour le moment. On va voir, on va observer que la révolution, aujourd'hui, Sonko est sur une nouvelle phase, un nouveau repositionnement pour le combat politique ici au Sénégal. Du côté du Sénégal, le même avis, l'avis contraire. Est-ce que Sonko pourrait-il être Sonko, un opposant farouche à son ancien... Comment tu l'appelles? Son ancien élève, il faut le dire. À son ancien protégé, alors. Attention, c'est son ami d'université. Non, comme le mentorat est politique, mais sinon, Diomaye même l'a rappelé. Je parle de la politique. Voilà, il est le concepteur. Je ne parle pas d'élève. Oui, mais qui est toujours resté sous l'ombre de Sonko. Comprenez ce que je veux dire. Allez-y. Voilà, comprenez ce que tu n'as qu'une minute, parce qu'après tout, on va ce qu'il faut aujourd'hui dire, déjà, Sonko a été opposant, même pendant qu'il était Premier ministre. Je crois que ça fait partie des raisons de son limogeage. Donc c'est compréhensible aujourd'hui naturellement que Ousmane Diomaye Faye est en face un autre opposant avec, disons, une autre idéologie qui n'est pas forcément, disons, l'idéologie ou des idéaux du gouvernement. Et ce qu'il faut aujourd'hui craindre, c'est la dissolution de l'Assemblée. Ça pourrait être une autre erreur fatale pour Diomaye Faye, il faut quand même le dire. Parce qu'après une élection, après une dissolution, il y aura naturellement ce qu'on appelle juridiquement vide, une vacance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va gérer par ordonnance. Ordonnance, peut-être jusqu'à combien de temps? Ce sera aussi la question. Et après tout, on sera obligé encore d'organiser des élections législatives. Est-ce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko et Diomaye Faye est préparé à une élection, à une consultation électorale vis-à-vis directement d'Ousmane Sonko? C'est la grosse question aujourd'hui. Naturellement posée, dont la réponse se retrouvera dans les actes des uns et des autres au Sénégal. Au Sénégal. Si demain c'est la fête, vous ne verrez pas sur ce plateau. Vous l'avez déjà compris puisque c'est la fête. Si la fête c'est jeudi, certainement vous le verrez encore sur ce plateau. Mais en attendant, nous vous donnons rendez-vous à très vite avant de vous quitter. Ce communiqué de la Direction générale des élections, on en parlait tout à l'heure, relatif à la délivrance de la fiche de procuration dans le cadre de l'organisation des élections législatives et communales du 31 mai 2026. La Direction générale des élections DGE invite les électeurs désireux de voter par procuration à se rendre auprès des démembrements de la DGE afin de retirer la fiche de procuration. La Direction générale des élections rappelle que la délivrance de la fiche de procuration commence 7 jours avant la date du scrutin et s'arrête à 72 heures du scrutin. Aucune fiche de procuration ne peut être délivrée la veille ou le jour du scrutin. À cet effet, l'obtention de ce document constitue une condition indispensable pour tout détenteur souhaitant exercer son droit de vote par procuration lors du double scrutin du 31 mai 2026. Les électeurs désireux sont invités de se conformer aux présentes dispositions afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales dans le respect des règles établies. Conakry, le 26 mai 2026, signé la directrice générale, Madame Kamara Guinabou Touré. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Bangali Kamara, bonne fête à vous déjà. Merci Abdallah et merci à nos bonne fête par anticipation à nos différents auditeurs et téléspectateurs qui prennent carrément leur temps pour nous écouter tous les matins. Bonne fête à vous, Yaya Diallo, et merci pour ce décryptage. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Bonne fête par anticipation, j'y arrive. Merci aux équipes techniques. Ne, en tout cas, fêteront pas, puisque c'est ça aussi la radio, qui seront derrière les machines à conduire les
les émissions. C'est le métier que nous avons choisi. Vous le comprenez déjà que dans l'ombre, beaucoup de personnes se sacrifient, en tout cas se donnent à fond, c'est le mot, pour vous permettre de suivre ces différentes émissions de notre groupe de médias. Merci. On se reprend jeudi ou vendredi avec, selon les programmes, vous le savez déjà. Et d'ici là, prenez soin de vous. Restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée.